Bonsoir, heureuse de vous retrouver en ce dimanche pluvieux de Pentecôte. J'espère que vous allez pouvoir faire le pont et veiller un petit peu plus tard que d'habitude. La nuit est à vous sur Europe 1. Laissez-vous guider par vos désirs, vos émotions, vos états d'âme. Au 39 21 où vous attendent Paul et Hélène ce soir, ainsi que Romain Causeur qui réalise l'émission. Vous pouvez appeler le 39 21 jusqu'à 1h, me faire parvenir aussi toutes vos réactions par mail sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21, 65 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir Kevin. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors vous avez du mal un petit peu à faire confiance, je crois, en ce moment. Oui, c'est un peu compliqué. Disons que je suis non-voyant en fait et j'ai beaucoup de mal. Ouais, j'ai vécu 4 ans avec mon ex avec qui ça s'est très mal passé. Donc du coup maintenant je suis seul depuis le mois de octobre on va dire et puis un manque total de confiance en moi que j'ai maintenant en fait puisque j'ai du mal à. Depuis cette rupture là. Oui voilà ouais. J'ai souffert en fait donc du coup j'ai très mal accepté cette rupture. J'ai eu des gros problèmes familiales aussi entre-temps. Donc du coup, tout ça, le mélange de tout a fait que je me suis renfermé sur moi-même en fait. Tout s'est mêlé. Par rapport à cette rupture, vous dites ça s'est très mal passé, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que ça a entamé votre confiance comme ça en vous, en l'avenir ? Eh bien, disons que j'ai été un peu, comment dirais-je, on va dire maltraité verbalement, du fait de mon handicap, plein de choses comme ça. Par cette fille ? Oui, parce que comme je suis non-voyant, du coup... Oui. Oui, mais ça l'a pas empêché pour autant d'être attiré par vous au début de l'histoire. Enfin, le fait que vous soyez non-voyant l'a pas empêché d'être amoureuse de vous au début de la relation et quand même pendant 4 ans. Ah non. Oui. Pendant 2 ans, c'était bien. Ouais. Après, 2 ans plus tard... Oui, donc elle voulait volontairement vous blesser après en vous parlant de votre handicap, parce qu'au départ, ça n'a pas été un obstacle. Non, mais je pense qu'elle avait envie de faire sa vie avec quelqu'un d'autre, donc du coup elle a trouvé cette excuse en fait, mais quelque part moi ça m'a blessé quand même malgré tout. Oui, je comprends. Je comprends parce que c'est pas parce que, comme vous dites, elle était plus amoureuse et qu'elle voulait avoir une relation avec quelqu'un d'autre qu'elle devait être blessante vis-à-vis de vous. Non, disons que je pense qu'elle avait envie de faire sa vie ensuite, changer d'air un peu, on va dire. Et donc du coup je me suis renfermé sur moi et depuis novembre-décembre je sors presque plus quoi. Ou accompagné toujours. C'est toujours cette solution de facilité, jamais tout seul. Donc, et ces problèmes familiaux, qu'est-ce qui s'est passé dans le même temps ? Disons que j'ai ma mère qui s'est suicidée un peu dans le même temps, donc du coup tout ça a été très dur. Hein. Je comprends, oui. J'ai vécu 2 pertes, en fait, si vous voulez. Donc, Oui, et quelle perte ? Vous savez, votre mère était dépressive depuis longtemps, vous le saviez Oui, il y avait pendant l'enfance, on a vécu à la DAS parce que il y avait des gros problèmes d'alcoolisme, hein. Très, très gros. Oui. Donc, du coup, il a fallu que je vive un peu seul, que je m'éduque un peu seul, on va dire, entre guillemets, quoi. Votre père ne pouvait pas être présent pour vous ? Mon père, non. Il a été présent peut-être 3-4 fois dans ma vie, parce que comme j'étais handicapé, il s'est dit que ça en valait pas la peine. Vous pensez que c'est réellement pour ça, ou je pense qu'il y avait d'autres... Il y a peut-être d'autres choses aussi, hein, le fait qu'il ait du mal à exprimer ses sentiments aussi, plein de choses comme ça. Oui, puis qu'il savait pas être père et qu'il voulait pas s'engager, mais je pense pas, quand bien même vous n'auriez pas été handicapé, je suis pas sûre que votre père ait eu un comportement différent. Envers ma sœur, c'est vrai qu'il est très effacé. Oui. Alors que moi, j'ai tendance à exprimer mes sentiments. Oui. Mais c'est une force, c'est bien. Oui. Il faut. Vis-à-vis de mon handicap, déjà, j'ai pas le choix. Il faut que. Oui. C'est de naissance, hein, vous me dites, Kevin. Oui. Et quand vous avez été, donc il y a une partie de votre enfance où vous étiez à la DAS parce que votre mère donc pouvait pas s'occuper de vous. Après, elle vous a repris avec elle. Oui, vers 16 ans, ouais.
Ouais. Ah oui, mais vous avez Vers passé 16 ans, toute votre petite en fait, enfance. J'ai tout foutu en l'air, en fait, avec ma famille d'accueil. Je suis parti parce que ma mère disait, oh, tu feras ce que tu veux, et tout ça. Donc, quand on est ado, on a toujours envie de se révolter. Donc, du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai suivi le mauvais exemple. Et puis, ouais, ça a été très dur. Parce qu'elles étaient tentatives de suicide tout le temps. Ça devenait vraiment... c'était invivable. Vous faisiez des tentatives de suicide? Non, ma mère. Votre mère, d'accord. Ah oui. Mais quand vous dites que vous avez tout foutu en l'air avec votre famille, pourquoi dites-vous ça? D'accueil, je veux dire. Bah parce que j'étais placé, que j'étais à l'école, j'aurais pu avoir un avenir en fait, et puis j'ai tout laissé tomber en fait pour aller chez ma mère. Oui, enfin, votre décharge, on comprend qu'avec votre mère qui faisait des tentatives de suicide tout le temps, pour reprendre votre expression, vous vous étiez dit qu'il fallait être auprès d'elle pour la protéger, pour la surveiller, pour prendre soin d'elle. Tout à fait. On vous laissait pas tellement d'autres choix, vous voyez. Enfin, c'était vous êtes montré un fils à ce moment-là très aimant, très loyal, et en même temps, face à cette détresse de votre mère, vous ne pouviez rien faire. Ah oui, c'est sûr, mais j'aurais pas dû, parce qu'au niveau autonomie, si vous voulez, il y a plein de choses que j'ai pas faites. On n'aurait pas dû vous laisser plutôt que vous. C'est-à-dire que vous n'aviez que 16 ans. À 16 ans, l'équipe éducative qui s'occupait de vous aurait dû... Enfin, je ne sais pas ce qui s'est passé à ce moment-là, mais vous expliquez... Oui, évidemment, vous étiez très malheureux aussi. Ah oui, donc vous étiez très malheureux, vous étiez dans une famille d'accueil ou peut-être, je sais pas comment ça se passait d'ailleurs dans cette famille, mais... Ah, c'était très bien, j'ai vécu 12 ans, c'était quasiment du bonheur. Hein. J'étais comme leur fils, tout ça, c'était superbe. Ah oui, franchement. Oui, mais c'est pas vous n'êtes pas responsable du fait qu'à un moment, de cette révolte, enfin derrière cette révolte, il y avait aussi un grand désarroi. Vous saviez que votre mère n'était pas bien, faisait des tentatives de suicide. Et vous, à ce moment-là, vous disiez qu'en étant auprès d'elle, vous la protégiez. Mais il aurait fallu vous expliquer que c'était pas votre rôle de protéger votre mère. Et vous pouviez pas empêcher. Non, voilà, ça. C'était vraiment à elle, il aurait fallu l'hospitaliser, il aurait fallu, vous voyez. Mais je dis pas que c'était simple, parce que il y a déjà la révolte de l'adolescence, il y a le fait, il y a toute votre histoire, il y a le fait, votre rapport à votre handicap, le fait que vous avez le sentiment. Si on l'avait hospitalisée, de toute façon, elle se serait fait du mal, je pense, parce que elle était heureuse que chez elle, avec ses animaux et son alcool, sinon. Elle a fait des conneries quand on l'a envoyée en cure, tout ça. Quand elle revenait chez elle, c'était pire, vraiment pire. Ah oui. Une vie pas simple, mais j'ai vécu donc du coup 4 ans, parce que c'était à ça que je voulais parler, avec une nana avec qui pendant 2 ans et demi, 3 ans, ça s'est bien passé. Mais du coup, vu que j'ai perdu ma mère, que j'avais plus beaucoup de soutien vis-à-vis de ma famille, du coup je me suis laissé aller, complètement. Comment, de quelle façon? Disons, en ne parlant plus à personne, en ne montrant pas mes états d'âme. Oui. Alors que pourtant, vous savez parler, exprimer vos sentiments. Ah oui, je peux le faire, mais disons que j'ai énormément peur maintenant du jugement des autres, en fait. Donc c'est pour ça que je sors plus, que je rencontre plus personne, alors que pourtant je devrais refaire ma vie, J'ai que 27 ans, je suis jeune. Oui, vous êtes tout jeune, oui. Attends, en même temps, ça date d'octobre, cette séparation, donc c'est encore très récent. Pas beaucoup, je ne sais pas quand votre mère, vous dites c'est dans le même temps, c'est cette année aussi, enfin c'était l'année dernière? Non, c'était il y a 2 ans. Oui, d'accord, mais avant, vous voyez, vous avez quand même, là, il y a eu un enchaînement d'épreuves, et comme vous dites, de deuil à faire. Oui, quand pas du même ordre. Quand ma mère s'est suicidée, si vous voulez, l'amour de... Je sais pas comment je crois que l'amour de ma copine est devenu encore plus important. Je comprends, oui, bien sûr, oui. Je me suis centré, j'avais 2 personnes que j'aimais, enfin j'en ai plus que ça, mais 2 personnes pour qui je donnais vraiment le tout de ma vie et tout ça. J'en perdais une, du coup il m'en restait qu'une. Oui, face à ce vide, évidemment, vous avez... Il a fallu que je le remplisse. Oui, vous vous êtes complètement recentré sur cette relation et vous en attendiez beaucoup, peut-être trop d'ailleurs. Peut-être que ça. Trop. Oui, peut-être que ça a mis, mais vous n'y pouvez rien, une sorte de pression sur votre relation parce que il vous manque d'un investissement, affectif, de repères, de soutien.
Si vous voulez, moi j'ai toujours des angoisses par rapport à mon avenir, du fait que si j'ai personne, par exemple, et que je suis pas, quand je suis en couple, on a des projets, on a plein de choses qu'on peut mettre en avant, et quand on est seul, on a beaucoup moins un peu moins de projets, on va dire. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ce que je ressens, si vous voulez. Je trouve que me sens un peu inutile, quoi. Oui, mais parce que vous aviez des projets en couple, des projets, vous projetiez dans cette histoire. En fait. Je m'occupais de tout parce que ma compagne n'était pas assez lucide, en tout cas, pour le faire. Donc, du coup, je le faisais. Oui, donc elle a eu beau jeu après de vous rappeler votre handicap, alors qu'en fait, qui était le plus handicapé des deux. Oui, c'est ça, vous voyez. Bon, il y a celui qui est visible et il y a celui qui l'est moins. Donc dans les faits, vous êtes quelqu'un de très autonome et qui avait dû surmonter des choses quand même très, très difficiles. Hein. Très difficile, oui. Mais c'est vrai qu'en vous blessant de cette façon-là, ça ravive aussi des blessures. C'est-à-dire ce père où vous dites qu'il n'était pas là. Parce que selon vous, vous étiez handicapé. Alors dans les faits, est-ce qu'il est davantage là pour votre sœur ? Comment ? J'ai pas compris. Il est davantage là pour votre sœur ? Vous m'entendez pas ou pas ? Si, je vous entends. Si. Pour ma sœur, vous dites ? Oui. Mon père, quoi. Oui. Oui. Vous m'avez bien parlé d'une sœur, non ? Si, oui. Oui, d'accord. Oui. Il n'est pas plus là pour ma sœur que pour moi. En fait, il est effacé pour nous deux, quand même. Je pense. Oui, c'est ça. Donc je pense que c'est pas la question de votre handicap qui était en jeu. C'est qu'à ce moment-là, il n'était pas prêt à être père et quel que soit l'enfant qu'il ait eu, il n'aurait pas été à même de s'en occuper. Oui, voilà. Et votre mère, pour d'autres raisons, parce qu'elle était dans une grande souffrance morale. Elle a toujours été. Et pourtant, elle avait une bonne famille. Hein. Elle avait une bonne famille. Elle avait des parents qui s'occupaient bien d'elle. Elle aurait pu avoir un avenir elle aussi. Elle a pris le choix de tout foutre en l'air et j'ai suivi son exemple. Je sais pas si c'est. Ah non, ça je peux pas vous laisser dire ça. Ça n'a rien à voir, Kevin. Vous avez grandi dans une sorte d'abandon moral pour des raisons différentes de. J'ai l'impression de reproduire le même schéma familial en fait. De quelle façon vous n'avez pas encore construit de famille ? De quelle façon avez-vous pas familial du moins, mais au niveau de ce qui m'arrive, en fait, j'ai l'impression que ça coïncide beaucoup avec ce que ma mère a vécu. Comment ? En quoi ? Au fait, par exemple, d'être viré des écoles, au fait si vous voulez, d'être un peu renfermé sur soi-même, tout ça. Enfin, ma mère a vécu la même chose. Ça veut pas dire, voyez, que vos destinées sont similaires, hein. Ah non, je pense pas. Voyez, vous traversez actuellement une séparation, après une séparation amoureuse, c'est normal. Enfin, on peut avoir c'est assez fréquent de se replier sur soi. On en parlera dimanche prochain justement avec Christophe Fauré qui sera mon invité, de comment traverser cette épreuve de la séparation et se reconstruire. Et le fait de se replier sur soi, de s'isoler, d'avoir moins envie de parler, d'avoir du mal à faire confiance, c'est des sentiments qui sont vraiment très partagés par tout un chacun quand on vit ça. Ah oui, mais j'ai l'impression que pour moi, vis-à-vis de mon handicap, en fait, il faudrait vraiment que je fasse plus et que j'ai pas parce que du coup c'est mais faire plus, pourquoi faire plus, comment ça faire plus? Pouvoir sortir, je suis autonome en fait totalement chez moi, mais vis-à-vis de l'extérieur, après si je sors, je serai beaucoup moins autonome et j'aurai peur en fait du regard des autres, donc du coup j'ai tendance à vouloir rentrer chez moi tout de suite. Oui, mais parce que tout ça vous fragilise aussi, donc chez vous, vous êtes dans votre bulle, vous êtes un peu en sécurité là. Oui, totalement. Donc actuellement vous avez besoin de ça parce que ça fait quand même, si vous voulez, l'abandon lié à la rupture amoureuse ravive l'histoire d'abandon que vous avez eue avec votre mère. Parce que même si votre mère vous aimait, le problème n'était pas là. Elle n'était pas en état de s'occuper de vous. Elle était dans une trop grande souffrance pour pouvoir s'occuper de vous. Donc c'est comme si vous aviez été, enfin c'est pas comme si d'ailleurs vous avez été assez abandonné, même si elle était présente. C'est ça. Donc vous savez, il y a des choses que l'on vit, le film de nos vies, notre vie est toujours composée de deux films, le film du passé, le film du présent. Et ce que vous vivez là dans votre présent avec votre rupture, ça ravive vraiment de façon très aiguë
ce contexte d'abandon dans lequel vous avez grandi. Alors, il y a votre famille d'accueil où là, vous avez pu être entouré, vous avez eu un cadre qui vous a permis, semble-t-il, de bien vous construire, parce que je vous trouve quand même très solide, malgré tout ce que vous avez traversé, et on vous sent, je veux dire, bien structuré. C'est-à-dire, vous voyez, vous auriez vraiment pu vaciller, basculer. Non, on sent que, bon, l'avenir vous inquiète, mais vous vous projetez quand même dans l'avenir. Je trouve qu'il y a une solidité en vous, et peut-être qu'effectivement, ce que vous avez vécu dans votre famille d'accueil vous a permis de bien vous construire. Ah bah, je pense que si j'avais vécu chez mes parents, je serais beaucoup moins... Déjà, je pense que je serais encore plus... Ce serait beaucoup plus difficile, oui. Donc, non, j'ai été éduqué dans... Enfin, tout s'est bien passé dans la famille d'accueil. J'ai été en scolarité, j'ai appris à me servir d'un ordinateur, je fais plein de choses. Hein. Je vais sur MSN, Facebook... j'ai un logiciel vocal dans mon PC, donc du coup je navigue aussi sur Internet. J'essaie de vivre le plus possible comme quelqu'un de voyant, on va dire. Enfin presque, j'essaye. Jamais de votre mère, dans par rapport justement à ce problème de handicap, elle en parlait avec vous Pas beaucoup, non. Pas beaucoup. Non. Pas beaucoup. Moi, je vous trouve très fort, parce que on sent que, comme vous dites, vous vous êtes adapté et vous avez fait face à ce handicap, et ça vous a pas empêché d'aimer, de vous construire, et malgré, au-delà du handicap, cette histoire familiale quand même lourde que vous avez. Aujourd'hui, vous travaillez, vous êtes en formation, qu'est-ce que vous faites? Non, pour l'instant non. Donc non. Je m'occupe, je fais de la musique, je joue de la guitare, du piano, je chante, je m'occupe quoi. D'accord. Et vous avez un projet par rapport à ça J'aimerais bien, mais disons qu'à partir de 25 ans, c'est très dur de trouver du travail pour un non-voyant, surtout s'il n'a pas de formation, pas de bac. Donc c'est un peu une impasse. Donc du coup, pour l'instant, je m'occupe en jouant de la guitare et du piano. Ouais, mais ça serait bien que vous ayez un projet. Là, pour l'instant, je vous dis, ce qui est embêtant, c'est que pour l'instant, j'en ai pas. Donc c'est ça. Donc, quitte à ce que vous repreniez une formation. Il faudrait déjà trouver l'organisme qui puisse, si vous voulez, me permettre de le faire, parce que j'ai fait beaucoup de dossiers, beaucoup de demandes que j'ai envoyées dans des institutions et tout cela, et ça n'a servi. C'est-à-dire en n'ayant pas le bac, soit il faut que vous fassiez un DAU, un diplôme d'équivalence, du bac, oui. Soit vous vous dirigez à ce moment-là pour apprendre un métier, mais c'est plus compliqué. Oui, voilà. Compte tenu de votre handicap, voilà. Ouais, non, mais tout à fait. Mais il y a certainement des possibilités, parce que ça aussi c'est important pour vous d'avoir quand même un projet aussi personnel. Parce que là, vous chantez, vous jouez de la guitare, c'est votre passe-temps, c'est votre façon de vous exprimer, mais ça serait important que vous ayez un projet. Il faudrait, oui. C'est vrai que je vous dis, comme j'ai fait des demandes et que ça a été négatif, c'est vrai que depuis un moment, j'ai tendance à ne plus vouloir les faire, puisque 3 fois j'ai eu des réponses négatives. De qui? De la part de qui? De la part d'écoles, en fait, qui auraient pu me prendre, parce qu'il y a des écoles qui sont centrées sur des formations de standardistes. On peut faire des choses en informatique. Oui, tout à fait, bien sûr, oui. Il y a plusieurs métiers qui vous sont ouverts. Mais est-ce que... musique aussi, et tout ça, enfin, tout ce qui est kiné, on peut Oui, beaucoup. Professeur de musique, accordeur de piano. Bon. Mais le problème, c'est que la plupart de ces métiers-là, il faut avoir eu le bac, en général, pour le faire. Oui, et ça serait important que vous puissiez reprendre une formation. Voir qu'est-ce qui est proposé à ce moment-là. Parce que vous pouvez très bien, même si vous n'avez pas le bac, faire une formation, un DAEU. Il faudrait que je me renseigne. Il faut vous renseigner, parce que ça vous permettrait d'avoir c'est comme l'équivalence du bac, et donc de pouvoir passer des concours, de pouvoir faire des choses comme ça. Parce que si vous n'avez pas ce niveau-là, oui, ça va bloquer au niveau des écoles. Il faut que je voie avec la maison départementale de mon quartier. Mais par rapport à ce que vous vivez, ce problème que vous exprimiez au standard comme ça, de ce manque de confiance, c'est pas étonnant non plus, et je trouve que, c'est même, ça se comprend compte tenu de votre parcours, franchement, Kevin. C'est-à-dire que vous avez eu du mal à vous appuyer sur quelqu'un, à pouvoir vous reposer. On vous a hormis, je dirais, dans cette famille d'accueil, vous avez trouvé certainement là des gens plus structurés, plus équilibrés, qui pouvaient prendre soin de vous. Mais sinon, il fallait c'était vous qui preniez soin de votre mère. Les rapports étaient inversés.
Oui, puis j'ai pas tendance à vouloir parler j'ai pas pu souvent parler de mon handicap avec ma mère. J'ai pas pu, elle était jamais... quand je faisais de la musique, elle aimait pas non plus ce que je faisais, donc il y avait pas de... C'était très, très, très dur. Non, mais elle pouvait pas être aidante et vous soutenir et vous accompagner parce qu'elle était beaucoup trop perturbée pour ça. Voilà, donc je trouve que en ayant grandi, finalement en étant un peu livré à vous-même, mais il y a eu quand même ces structures, les familles d'accueil, qui vous ont permis de vous construire et qui ont joué leur rôle, semble-t-il, pour vous. Heureusement. Heureusement qu'on a des institutions pour bien non-voyants, sûr, parce que bien c'est sûr. Vrai que sinon on serait très, très, très démunis. Hein. Oui, oui. Mais c'est technologie, on a plein de choses. Hein. On a des logiciels vocaux dans les ordinateurs, dans les montres parlantes. On a des fours parlants, des micro-ondes, des thermomètres. Ouais, il y a des tas de choses. Hein. Oui, il y a des tas de choses. Oui, heureusement, c'est bien. Finalement, toutes ces technologies, c'est... Tout ça est coûteux. Tout ça est coûteux. Oui, c'est vrai. Ça le problème, c'est que tout ça est coûteux. Et on en a fait aussi un commerce. Enfin, c'est pas le sujet ce soir, mais on en a fait un commerce. C'est ça qui est dommage, quoi. C'est juste ça, en fait, que je trouve un peu désolant, quoi. C'est que l'handicap, finalement. Oui. Si on veut vraiment faire tout comme les voyants, ça nous coûterait horriblement cher. Oui, oui. C'est juste ça. Oui, ça. vous avez raison. Dommage. Vous avez raison, c'est ça. Ça devrait être vraiment à des prix très abordables, voire, vous vous rendez compte qu'un logiciel vocal pour PC, c'est 1 500 € quand même. Oui, vous voyez. Ouais. Il y a un coût quand même, une machine à lire pour nous permettre de lire en fait tous les... Vous savez, moi j'ai beaucoup de bouquins de Stephen King et des bouquins qui sont écrits avec votre écriture. Donc si vous voulez, il y a des machines à lire qui existent, mais ça vaut 2 800 voire 3 000 €. Après, on peut avoir des aides pour les payer, mais c'est 8 mois, 1 an d'attente, quoi. C'est toujours tout ce qu'administratif prend énormément de temps. Oui, bien sûr, ça prend du temps. Ouais. Vous avez vu auprès de la MDPH, voir un peu pour les formations, pour... je vous dis, oui, j'ai fait des demandes et puis j'ai eu des réponses négatives de plusieurs écoles parce qu'on me demandait d'écrire en fait aux écoles et il faut que la MDPH me donne l'autorisation de travailler aussi. Vous voyez ? Il faut que j'ai une autorisation de pouvoir travailler. Oui, il faut que je mais sois en capacité ça de poserait pas de problème. Vous pourrez vous donner la possibilité de travailler si vous en avez le désir. Le problème, c'est que je crois avoir eu une réponse négative il y a 3-4 ans. Ça serait surréaliste quand même, pourquoi ? Ma lettre manquait de motivation, je crois. Je crois que c'est ma lettre qui manquait de motivation, donc du coup ils ont... Oui, mais enfin, il y a 3-4 ans, je veux dire, vous pouvez revoir ça. Il faudrait que je refasse... Parce qu'on ne peut pas vous enfermer dans ce côté handicap. C'est vrai que c'est beaucoup plus difficile quand on est non-voyant de trouver un emploi, évidemment. Mais enfin, je veux dire, on ne peut pas vous enfermer comme ça si vous avez le désir de faire quelque chose en étant dans un statut d'handicapé qui fait que, vous avez ce statut d'handicapé, vous touchez l'allocation et puis... Le problème, c'est qu'on nous donne... si vous voulez, c'est... Il y a plein de choses. On peut travailler avec des handicapés aussi, mais si vous voulez... Mais pourquoi se limiter à ça ? Enfin, je veux dire... Vous voyez, pourquoi Quand on va en colonie de vacances, moi on me propose par exemple des colonies EHPAD avec des handicapés aussi autonomes, mais qui sont bien moins autonomes que moi par exemple. Ouais. Vous voyez, ça coûte 1 500 €. Mais c'est pas parce que vous êtes non-voyant, enfin je comprends pas, il y a différents types de handicap, mais non-voyant, ça vous permet quand même de faire pas mal de métiers aujourd'hui. Ah oui, on peut en faire pas mal puisqu'on peut faire professeur de piano de musique. Non, mais pourquoi être spécialement à travailler auprès des handicapés ? Enfin, pourquoi vous cantonnez dans ça ? Je trouve ça hyper sectaire, quoi. Parce que vous êtes handicapé, alors il faudrait que vous viviez avec quelqu'un d'handicapé, que vous travailliez avec des personnes handicapées. Non, pas du tout. C'est que si vous voulez, on va me mettre là-dedans, je pense, si vous voulez, puisque j'ai dépassé l'âge en fait pour. Il y a des ESAT pour ça où on travaille en fait avec d'autres handicapés, mais il est fort possible que je travaille pas avec des gens voyants. Renseignez-vous quand même auprès de la MDPH en disant que je sais que c'était pas le sujet de votre appel, mais justement dans ces moments comme ça où vous vous sentez seul et vous dites inutile, j'ai quand même entendu relever ça. Ça serait important. Vous êtes jeune, on sent qu'il y a quand même beaucoup d'énergie, de dynamisme en vous, donc. J'ai envie de faire quelque chose de mode. Mais c'est normal que vous ayez, et c'est très sain que vous ayez envie de faire quelque chose de votre vie. Donc demandez à la MDPH. Oui, mais ça vous angoisse aussi. C'est-à-dire qu'évidemment, vous faites un rapprochement et ce rapprochement vous angoisse. Énormément, oui. Tout à fait. Donc, et je comprends parce que c'est pas bon non plus moralement de rester, même si vous vous occupez avec la guitare, avec le chant, mais il faut pas que ça reste juste une petite occupation. Ça vous le faites mais que vous ayez un projet. Voilà, c'est vrai, parce que je vous dis, je suis un peu chez moi tout le temps, donc du coup, je ne fais pas grand-chose, en fait. C'est ça qui est embêtant, quoi.
il serait pas mal, je pense. Faut que je fasse une demande. Alors je reçois un petit SMS de Samia, c'est pas le premier d'ailleurs, qui est non-voyante aussi depuis 9 ans. Samia est à Nice, elle dit: pouvez-vous donner mon téléphone car ma prof de chant a une association de musique qui cherche un guitariste à Nice. Oui, il faut que vous soyez à Nice, hein. Mais je sais pas, mais bon, pourquoi pas. Alors, simplement, ma chère Samia, on peut pas donner votre numéro de téléphone, vous nous l'avez pas donné. Donc, soit vous appelez le 39 21 pour nous le donner, soit vous envoyez un texto au 7 39 21. Et on va accueillir Céline également, qui a fait le 39 21 pour pouvoir vous parler, Kevin. Bonsoir. D'accord. Céline. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Caroline, bonsoir Kevin. Bonsoir. Donc en fait, moi j'appelais un petit peu pour j'entendais en fait la conversation. J'entendais que Kevin ne savait pas trop en fait quoi faire un petit peu. Au départ, il appelait pour parler de sa difficulté après une rupture amoureuse, et puis il disait qu'il se sentait inutile, qu'il n'était pas bien, et voilà, c'est moi qui après on en est venu à parler peut-être la nécessité d'avoir un projet, quoi. Oui, de projet professionnel ensuite, ouais. Voilà, donc en fait, moi je voulais intervenir parce que je suis aussi non-voyante et j'ai eu l'occasion de faire des formations dans ces institutions dont vous parliez tout à l'heure, Kevin. Oui. Et donc j'avais 2 petites choses à dire, c'est que d'abord pour les mis à part pour la kiné, le bac n'est pas obligatoire. Pour les formations de standardiste et informatique, le bac n'est pas obligatoire. Et pour la kiné, il y a une année de prépa qui est l'équivalence du DAUB. Donc voilà. Ah d'accord. L'année de prépa est l'équivalent du DAEU. Voilà, c'est ça, tout à fait. Ah, je ne savais pas tout ça. Bon. Donc voilà. Et auprès de la MDPH, alors je ne sais pas, vous parliez de peut-être manque de motivation dans vos lettres. Oui. En tout cas, je ne sais pas, mais si vous percevez des aides... J'ai la hache actuellement. Bon, voilà, si vous percevez des aides par rapport à votre handicap, il est normalement, vous avez ce qu'on appelle un papier qui vous reconnaît, donc travailleur handicapé, la RQTH. Je suis en cotorep en fait pour l'instant, je crois. Enfin, je crois que je suis en cotorep, il me semble. D'accord. Mais en tout cas, normalement, pour bénéficier de mais vous le savez pas, ça, Kevin? C'est curieux que vous ne sachiez pas. Le problème, en fait, c'est je suis accompagné, mais des fois, on me dit pas tout ce que je... Enfin, peut-être que je fais pas les bonnes demandes, on va dire, sans doute. Ça se peut aussi. En tout cas, oui, c'est embêtant parce que il faudrait vraiment que on voit que vous êtes un peu perdu dans... Oui, complètement. Et c'est quand même... Il faut bien préciser, et même au niveau de la MDPH, du coup, à ce moment-là, parce que vous pouvez avoir un accompagnant, enfin, quelqu'un... Vous voyez, vous devriez savoir si vous êtes la cotorep ou pas. Enfin, tout ça, c'est important pour vos démarches. Ah oui, pour la canne blanche, par exemple, c'est pareil. En fait, je ne savais pas qu'on était remboursé, mais maintenant, je sais qu'on est remboursé tous les ans. Ça fait quoi? Ça fait 3 ans que je le sais. Hein. Et depuis, j'ai 27 ans, donc ça fait depuis plus de 10 ans, même 20 ans que j'utilise ma canne. J'ai jamais été remboursé avant. Et il faut faire la demande, en fait. Si on le fait oui, pas, mais parce que souvent, le problème, c'est que déjà, même quand on a valide, on connaît pas tous ses droits. On n'est pas bien informé. Et donc là, en plus, avec un handicap, ça se complexifie et on n'est pas informé de tous ses droits. Et on voit bien que c'est important parce que vous devriez, c'est important de savoir si vous pouvez travailler ou pas. Ça paraîtrait fou que vous ne puissiez pas travailler. Alors peut-être qu'après, ils ont dit là, votre projet, il faut le préciser, c'est un peu trop flou pour qu'on puisse vous accompagner. Mais on ne peut pas vous interdire à 27 ans de travailler, ça serait complètement dingue. Il faudra déjà une remise à niveau. Oui, mais bien sûr. Mais pas pour tout, vous dit Céline. Ah, pas pour tout, non. En tout cas, faut que vous soyez renseignés. Il y a des assistantes sociales qui sont disponibles en mairie et dans ces associations comme Valentin et lui. Donc, si vous avez besoin, elles sont disponibles pour vous orienter un petit peu dans tout ce qui est démarche administrative. Et puis moi, donc après cette formation, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé un petit peu dans le domaine du standard, mais comme je rêvais un peu d'autre chose, j'ai donc fait la formation de DAU à l'université. Et ça, c'est à l'université que ça se fait. Donc l'équivalence du bac, pour ceux qui nous rejoindraient, voilà. Voilà. Vous êtes standardiste maintenant ou vous faites autre chose?
Non, pas du tout. Je poursuis un cursus universitaire après avoir obtenu mon DAU. Je poursuis un félicitations, cursus, Céline. universitaire. C'est super, Bah, félicitations. écoutez, merci. Bravo, c'est bien. Oui, mais ça montre que c'est possible. Hein. Ça me plairait, moi, de pouvoir faire cela. C'est possible. Après, je suis d'accord. Il faut le savoir. Et, Oui, il faut vraiment se renseigner et vous citez les associations Valentin UI. C'est important de se tourner vers toutes ces structures qui, elles, peuvent vous aider, vous accompagner vraiment dans vos démarches. Parce que tout seul, vous l'avez dit d'ailleurs, hein, pour clore un peu la discussion, c'est quand vous avez perdu votre ami dans cette séparation. C'est comme si le monde s'écroulait, d'autant plus qu'à côté, vous n'aviez pas de soutien affectif. Donc, elle représentait tout. Hein. C'est ça. Bon, parce qu'il y avait ce manque de votre famille. Peut-être vous pourriez d'ailleurs vous rapprocher de la famille d'accueil, qui sait. Peut-être, voyez, vous avez eu, vous étiez attaché à eux, eux aussi ont dû s'attacher à vous. Ils seraient peut-être contents d'avoir de vos nouvelles. Et... On a eu de très mauvais rapports, donc maintenant... Oui, vous avez eu de mauvais rapports, mais attendez, parce que vous étiez adolescent et en pleine révolte. Tout à fait. Kevin. Hein, donc, les familles d'accueil qui travaillent pour la DAS savent qu'il y a des moments qui peuvent être difficiles dans les vies d'enfants qu'elles accompagnent. Et c'est pas contre elles, mais c'est parce que c'est vous, les enfants, les adolescents plus particulièrement, puisque c'est à ce moment-là que ça s'exprime souvent, sont en pleine révolte, sont en pleine colère, sont en pleine souffrance surtout, hein, liée à cette histoire, à leur histoire familiale. Donc, pourquoi pas reprendre contact Bon, il y a Mauriane quand même qui dit par rapport à Céline que pour le kiné, il faut un bac et un concours d'entrée. Mais vous dites qu'il y a une préparation qui peut faire l'équivalence. Bon, en tout cas, il y a Mauriane qui dit beaucoup de choses doivent s'ouvrir devant vous, si mature et si motivée. Merci beaucoup Céline pour ces informations. Écoutez, je vous en prie. Et bonne chance à vous alors pour votre parcours. Là, vous avez bien démarré, vous êtes courageuse. Bravo. Au revoir Céline. Au revoir, merci. Au revoir Kevin. Au revoir. Au revoir Céline. Marie-Christine, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Écoutez, moi je suis également non-voyante et c'était tout d'abord pour vous remercier face à toutes ces phrases très très positives sur les possibilités qui s'offrent aux non-voyants quand ils ont la chance de prendre les bonnes informations au bon endroit. Quand on sait les bonnes lois, c'est plus facile. Oui, je crois qu'il faut savoir se faire aider, accepter l'aide. Oui. Moi-même, j'ai 53 ans, j'ai fait des études à partir de la 3e en établissement, je dirais classique, au collège, au lycée de mon quartier. Et j'ai passé un bac, puis j'ai fait des études d'assistante sociale. J'exerce la profession d'assistante sociale dans les collèges et lycées. Oui. Waouh, c'est un métier qui est très 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 dur à acquérir quand on est non-voyant en plus. Hein. Oui. Je suis maman de 2 enfants, je suis seule depuis quelques années, ce qui m'empêche de partir en vacances, je dirais même dans des lieux que je ne connais pas du tout. Il suffit de vouloir pour pouvoir faire. Parce qu'on trouve toujours des mains qui se tendent, quel que soit l'endroit où on va. Oui, ça montre que vous êtes non-voyant, mais vous avez la vie d'une personne, d'une personne totalement valide, quoi. Vous avez un métier, un job qui est passionnant, difficile, mais enfin, à Aes, dans un lycée, donc vous êtes confronté à plein de cas, plein de situations. Vous êtes maman, vous avez la vie de milliers de femmes. Complètement. Ah non, mais complètement. Moi, quand j'ai envie, je sais qu'il y a 2 ans, j'ai eu envie pour mon anniversaire de m'offrir une thalasso en Tunisie. Je suis partie, je connaissais pas l'hôtel, je connaissais rien, personne, je suis partie. Vous êtes certainement très combative. Il faut une sacrée volonté. Dans votre famille, comment on vous a écoutez, j'ai une maman hyper protectrice et un papa qui m'a énormément poussée en me disant il y a cette différence, c'est une différence, tu dois vivre avec et tu dois avancer. Ouais. Et il m'a fait comprendre à plusieurs reprises que cette différence ne devait qu'être un point positif. Oui, vous en avez fait une force, c'est-à-dire que vous avez certainement une détermination assez farouche. Complètement. Vous ne vous laissez pas arrêter par les obstacles. Ouais. Non. Mais c'est important merci beaucoup Marie-Christine d'avoir pris la peine d'appeler parce que ça montre que c'est possible. Alors c'est vrai que Kevin déjà je trouve sacrée énergie et sacrée volonté qu'elle a Marie-Christine. Oui, mais vous aussi vous en avez parce que je trouve qu'avec le parcours que vous avez eu, le fait que vous n'avez pas pu bénéficier d'un soutien parental, non, j'ai pas eu d'aide de ce côté-là. Non, et je trouve que vous êtes quand même très très construit.
On vous sent très structuré. Il faut que Kevin se rapproche des associations. Entre autres, les auxiliaires des aveugles pourraient l'entourer dans ses démarches, dans ses papiers, lui lire ses papiers. Voilà. Il ne faudrait pas qu'il reste en ignorance. Voilà. Vous êtes trop isolé dans l'ignorance et dans la peur de l'extérieur. Oui. Vous êtes trop isolé. Vous avez raison. Et du coup, comme vous êtes isolé, l'extérieur vous fait peur parce que devient dangereux. Donc, si vous aviez un soutien, si vous voulez, mais c'est vrai que les auxiliaires de vie, en fait, si vous voulez, sont pas très. C'est pas des auxiliaires de vie spécialisés par rapport à cet handicap-là. Elles sont là pour tout handicap. Enfin, elles travaillent pour tout handicap. Donc du coup, c'est vrai qu'elles connaissent pas non plus tout au niveau des lois, au niveau des droits, au niveau de plein de choses, quoi. Alors justement, je reçois un petit SMS là qui rejoint ce que vous nous dites, Marie-Christine, qui dit que Kevin pourrait se faire aider pour déposer ses dossiers et par rapport à ses démarches administratives avec l'association Valentin à Huy. Parce il y a les auxiliaires des aveugles aussi qui sont des bénévoles qui viennent au domicile et qui apportent beaucoup d'aide à ceux qui en ont besoin. Et auxiliaires des aveugles, on peut les trouver où ? Ils sont sur Paris, mais ils sont aussi sur toute la France. On les trouve sur toutes les grandes villes. Je ne sais pas où est Kevin. Mais... Auxiliaires des aveugles, ça s'appelle. Moi, j'ai pas entendu parler d'auxiliaires des aveugles sur Brest, par contre. Il faudrait que je me renseigne, mais je crois pas. Demandez à Valentin à Huy, parce qu'à Valentin à Huy, ils vous donneront toutes ces adresses. Voilà. Vous avez les coordonnées ils ont des assistantes sociales, ils ont des... Voilà, et puis vous pouvez tout simplement aussi vous rapprocher de l'assistante sociale de votre mairie, qui s'informera, même si elle ignore... J'ai été à Valentin Huy, mais le directeur a trouvé que je n'avais pas assez de motivation pour faire quelque chose, donc c'est pour ça que je suis encore bloqué aujourd'hui, si vous voulez. Mais est-ce qu'il ne faut pas vous faire peut-être aider pendant un petit temps par un psychologue pour trouver de l'énergie en vous que vous avez mais il faut peut-être la faire remonter et la faire ressortir, cette énergie. Oui, voilà, mais le souci avec un psychologue, si vous voulez, c'est que le psychologue, il va pas vraiment parler, si vous voulez, il va vous écouter. Non, mais ça, évidemment, c'est vous qui allez parler, mais il va vous renvoyer certaines choses, il va vous soutenir. Vous aider parce que franchement, par rapport au parcours que vous avez eu à cette histoire, vous aider à ne pas vous replier sur vous-même, déjà. C'est une épreuve de passer à l'antenne, déjà. Oui, non, mais attendez, Kevin, vous aider déjà à ne pas vous replier sur vous-même. Et à avoir de plus en plus peur de l'extérieur, et donc compte tenu à surmonter quand même cette épreuve que vous avez traversée, là, le suicide de votre mère, avec toutes les conséquences que ça a, et surtout toute l'histoire que vous avez eue avec elle. Donc c'est important que vous puissiez en parler parce que ça pèse et ça joue là dans votre façon de concevoir l'avenir. Dans des clubs, style faire du yoga. Moi, je sais que j'ai beaucoup fait de yoga. Actuellement, je suis dans un groupe d'aquagym. Il faut bouger, il faut rencontrer du monde. Moi, c'est la musique. J'aime beaucoup ça, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut faire... Oui, mais il y en a, Kevin. Mais il faut... Et c'est pas des endroits spécifiques. Moi, je ne fais pas tout ça dans des endroits spécifiques. Mais c'est ça, je fais vraiment dans mon quartier, dans les associations de ma ville. C'est important de le dire. Il y a aucun autre non-voyant. Enfin, je veux dire... Je comprends. Il faudrait que je fasse ça dans des endroits, en fait, avec des gens qui n'ont pas de handicap, en fait. Tout à fait. Ah, d'accord. Et ça veut pas dire que vous ne contactiez pas les associations qui pourront vous aider dans vos démarches et vous soutenir aussi et comprendre ce que vous vivez. Mais ne vous repliez pas dans un monde que pour les non-voyants. Ah oui, mais les gens, si vous voulez, ont peur souvent. Bon, vous aussi, vous avez peur, Kevin. Non, c'est vous qui avez peur. Vous aussi, vous avez peur en ce moment. Et ça se comprend. Je pense aussi, oui. Mais vraiment, Marie-Christine a raison quand elle dit que ça serait important aussi que vous soyez un peu accompagnés sur le plan psychologique. Vous puissiez être aidés. Bon courage, Kevin. Merci beaucoup, Marie-Christine, pour nous avoir parlé de vous et de votre énergie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Allez, on accueille maintenant Michel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Michel. Je suis vraiment émue de vous avoir au téléphone. Non, mais rassurez-vous, ça... Et puis, j'ai un peu peur parce que je voudrais pas trop qu'on me reconnaisse. Voilà. Ah, ça, je peux pas vous le garantir. Hein. Non, si quelqu'un connaît votre voix, bon. J'ai un problème, en fait. J'ai un problème qui me concerne personnellement. C'est un problème d'achat compulsif et d'accumulation. Mais ça, on en a déjà beaucoup parlé sur l'antenne. Vous accumulez toutes sortes d'objets, toutes sortes de choses chez vous ? Oui. Et vous achetez beaucoup ? Oui. Et puis voilà, ce qui est étonnant, c'est que je suis restée comme ça pendant des années. Et puis, je ne me rendais pas compte. Et puis, c'est récemment
que je ne supporte plus de vivre comme ça. D'ailleurs, je ne peux plus recevoir les gens et tout. Vous vivez dans un appartement ? Oui. Oui. Et c'est devenu très encombré chez vous ? Oui. Oui. Jusque-là, vous receviez encore ? Jusqu'à il y a combien de temps ? Ça fait plusieurs années que je ne reçois plus. D'accord. Donc vous vivez seule ? Oui, je suis veuve depuis 28 ans. Et avec votre mari, vous aviez déjà ce comportement ? Non, pas du tout. Non, ça fait à peu près que 6 ans que je suis comme ça. Ça a commencé de quelle façon ? Je sais pas. Enfin, j'ai une idée parce que il y a 7 ans, j'ai perdu un oncle. Enfin, je m'en suis occupée pendant plusieurs mois parce qu'il n'avait pas d'autre famille. Et puis, je m'en suis occupée, rentrée à l'hôpital, sortie faire les courses, tout ça. Et puis j'ai l'impression que c'est à partir de ce moment-là, parce que j'ai pas pu maîtriser mon rangement, mon ménage, vous voyez. Je sais pas, parce qu'avant, j'étais très ordonnée. Voilà. Et parallèlement à ça, c'est-à-dire quand vous dites que... Est-ce que vous vous sentiez plus fatiguée, plus ralenti ? Je sens que c'est insurmontable, quoi. Oui, là, il y a trop d'accumulation, trop de... Vous savez plus par quel bout le prendre. Non, exact. Parce que quand j'essaie de ranger quelque chose. Alors, comme j'ai beaucoup de choses, parce que j'ai acheté beaucoup. Oui. Forcément, après, si vous voulez, je commence le matin puis j'ai pas le temps de finir. Donc, le lendemain, je suis découragée. Puis voilà, c'est encore plus fouillis qu'avant. Oui, parce que vous avez, en cherchant, en commençant à ranger, vous avez tout dérangé finalement. Oui, voilà. Donc, ça vous démotive. Oui, puis je suis très fatiguée maintenant. J'avance en âge aussi et je me sens... Puis je suis plus motivée. Là, j'en peux plus de ce problème. Si vous voulez, par exemple, au mois d'octobre, je m'étais dit, je vais trier, puis je vais appeler Emmaüs. Oui. Et puis j'avais commencé les cartons, puis comme je n'avais pas fini, je les ai appelés pour reporter le rendez-vous, et puis j'ai toujours pas rappelé. Avec l'assistante sociale ? Non, Emmaüs, les compagnons. Emmaüs, d'accord, j'avais compris, je voyais pas ce que venait faire la S là-dedans, d'accord. Oui, mais... Oui, vous n'avez... Bon, écoutez, c'est pas... Ce qui est embêtant, c'est surtout pour vous. C'est que là, vous vous sentez débordé, ça vous angoisse, tout ce... Oui, maintenant, j'en peux plus, alors que je m'en rendais pas compte jusqu'à présent. C'est bon signe en même temps. Oui, mais je réagis pas. Oui, mais parce que vous êtes démotivé par l'ampleur de la tâche. Enfin, ce qui vous paraît l'ampleur de la tâche. Et c'est vrai que seul, c'est assez décourageant. Oui, c'est très voyez, ça vous paraît décourageant. Ça serait mieux de pouvoir être un peu aidé. Et puis aider aussi en retrouvant un peu d'énergie et en ayant un traitement, certainement. Mais j'en ai des traitements. Mais vous prenez quoi ? Des antidépresseurs ? Oui, les deux, anxiolytiques, antidépresseurs. Là, je suis retournée vers mon psy. Vous êtes sûr que ça agit beaucoup ? Parce que c'est étonnant quand même. Je crois pas du tout, non. Bon, il faut en parler alors, parce que vous réagissez peut-être, vous avez peut-être réagi à un moment où vous réagissez plus, ou peut-être que c'est une molécule qui agit pas bien sur vous, et il faut en changer dans ces cas-là. Parce que ça devrait faire quoi ? Vous devriez vous sentir plus tonique. Voyez, vous sentir moins fatigué, retrouver un peu d'énergie pour faire des choses. J'ai l'impression que je vais pas y arriver là. Je comprends. Et puis, qu'est-ce qui prouve que si je repartais à zéro, au cas où ce serait même possible, je recommencerai pas à accumuler? Parce que si vous voulez parallèlement à ça, c'est-à-dire c'est important d'avoir un suivi, de voir, vous avez raison, c'est une bonne question. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ces achats compulsifs, ça vient combler quelque chose? Oui, parce que mon enfance a été, au niveau financier, tout ça, ça allait, mais au niveau amour, c'était vraiment... J'ai toujours l'impression d'avoir manqué d'amour avec mes parents. Après, j'ai perdu mon mari. Et puis, voilà. Je crois que ça vient de là, mais bon. Puis, j'ai un autre problème dont j'ai parlé à votre assistant. Oui. Alors là, c'était la goutte d'eau ce soir qui a fait déborder le vase. C'est que j'ai un de mes fils qui est peut-être un peu comme moi. C'est-à-dire qu'il est souvent dépressif, il a même été reconnu inapte au travail parce qu'il a des TOC, etc. Et voilà. Oui. Et là, depuis à peu près un an, ça allait mieux. Enfin, quoique,
Mais des fois, c'est pareil, il fait des crises, lui. Et puis, comme il est marié, et bon, ils sont pas tellement riches quand même, ça lui prend l'idée de s'acheter, par exemple, une maquette qui coûte très cher. Et puis, il m'en parle, mais sans le dire à sa femme. Alors, moi, comme je peux rien lui refuser, et ben, ce soir, j'ai dit, c'est pas possible. En plus, ça, je vais jamais y arriver. C'est-à-dire, c'est vous qui lui payez les maquettes ou ce dont il a besoin? Oui, parce que je pense que ça vient aussi de quand il était ado, quand il a perdu son papa. Oui, mais c'est plus, c'est plus un adolescent maintenant. C'est un adulte. Il a sa femme et en s'aidant, enfin en essayant de combler ses demandes, là, ses désirs, vous risquez aussi de semer la zizanie dans son couple. Ben oui. Bon, et finalement, vous répondez aussi à... C'est une façon d'essayer de réparer un peu votre enfance à vous, où bon, vous dites que vous ne manquiez de rien matériellement, mais beaucoup affectivement. Bon, donc aujourd'hui, vous avez du mal à dire non, mais on sent que vous n'avez pas l'énergie de dire non, de vous opposer. Oui, mais excusez-moi, Caroline, mais j'ai peur comment il va réagir si je lui dis non. Voilà, vous pouvez dire déjà que financièrement, vous ne pouvez pas. Oui. Voilà, vous ne pouvez pas. Parce qu'il est très c'est pas possible. Oui, mais vous savez, c'est pas parce qu'il aura pas une maquette qui va déprimer. C'est pas ça qui le fait déprimer. C'est pas, vous voyez, c'est pas parce qu'il va accumuler des choses matérielles qu'il ira mieux. Vous êtes bien placé pour le savoir. Oui. On peut accumuler, ça ne remplit pas les manques et les failles que l'on a. Donc, parallèlement à ça, je ne sais pas comment vous êtes suivi. Vous me parlez d'un psy, c'est un psychiatre? Oui, mais je l'avais déjà connu il y a longtemps parce que j'ai aussi été addict à l'alcool. Bon, donc il faut vraiment que vous voyez, parce qu'il y a quand même dans ces comportements, là, dans ces troubles du comportement, déjà que vous revoyez votre traitement, parce qu'à mon avis, votre traitement, il vous fait pas effet ou plus. Et donc, ça sert à rien d'avaler des pilules qui vous font rien. Donc, il faut revoir avec quelque chose qui marche mieux. Et puis, parallèlement, faire une thérapie. Et peut-être, vous pouvez essayer aussi les thérapies comportementales pour ça. C'est ce que je fais. Bon, alors, continuez. Je pensais que j'allais pouvoir vous en parler plus longtemps. Mais non, parce que là, ça va être le journal de minuit. Mais revoyez avec votre thérapeute, thérapie comportementale et un traitement beaucoup plus approprié. Bon courage à vous, Michel. Au revoir. La nuit se poursuit sur Europe 1 avec vos appels au 39 21, toutes vos réactions par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit, vos mails sur le site europe1.fr. Nous sommes ensemble et en direct encore pendant 1 heure. Alors dimanche prochain, le 26 mai, je serai en compagnie de Christophe Fauré. Nous parlerons de séparation, comment traverser cette épreuve, comment surmonter cela, se reconstruire après une séparation. Alors vous pouvez déjà m'envoyer vos mails si vous le souhaitez, si vous êtes en pleine rupture, votre conjoint vous a annoncé qu'il ou elle partait pour quelqu'un d'autre, vous vous sentez dévasté, vous ne songez qu'à vous venger, vous vivez au contraire dans l'attente qu'il ou elle vous revienne, vous ne supportez pas qu'il vous a annoncé cela par SMS ou par mail. Vous avez l'intention de vous séparer, mais vous ne savez pas comment le dire à vos enfants. Vous êtes en pleine rupture, vous ne savez pas comment l'annoncer à votre famille, à vos amis, ou vous l'avez annoncé et vous avez été très déçu et déstabilisé par la réaction de ces derniers. Vous pouvez envoyer vos mails sur le site europe1.fr. Alors des messages aussi qui arrivent pour Michel. Amandine dit elle pourrait déjà apporter tous ces objets, tout ce dont elle ne veut plus, à vendre dans une brocante. Avec la crise, ça marche très bien les brocantes, nous dit Amandine. C'est une bonne idée. Il faudrait surtout que Michel soit aidé par quelqu'un de son entourage pour lui donner un petit peu d'allant.
Et puis, il y a Francky qui réagit au témoignage de Kevin, qui dit « Je suis un jeune homme de 28 ans, malvoyant, en couple depuis le mois d'août. Et je suis aumônier laïque, ce qui ne me gêne pas pour travailler. Il est vrai que les outils dont nous avons besoin sont particulièrement coûteux. » Allez, un petit peu de musique. Ça va être Jacques Higelin seul. Et après, nous accueillerons, je ne sais plus si c'est Béatrice ou non, c'est Émilie, je crois. Voilà. Bonsoir Émilie. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors, je ne sais pas trop comment commencer. En fait, j'ai eu ma nièce tout à l'heure au téléphone qui m'a appelé de l'hôpital, en fait. Et elle m'a dit, papa t'a appelé? J'ai fait non. Et elle me dit, voilà, je suis à l'hôpital parce que j'ai un problème d'alcool. Je fais, ah. Elle a quel âge, votre nièce? Elle a 14 ans. Ouf. Ouais. Voilà. Et apparemment, ce serait pas nouveau. M'a-t-elle confié. Bon, je suis contente qu'elle m'ait appelé parce que oui. si vous voulez, ça permet de pouvoir en parler. Oui, c'est qu'elle se sent bien, elle est en confiance avec vous. Voilà, mais je lui ai dit, de toute façon, si tu as le moindre problème, tu m'appelles, je suis là pour toi, si tu as un souci. Enfin, parce que des fois, on ne peut pas parler aux parents de choses plus intimes. Donc voilà. Il faut savoir que... Mais comment elle est arrivée à l'hôpital, enfin? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, en fait, ma tante racontait qu'elle est arrivée sous à l'école, quoi, au collège. Et c'est les professeurs qui s'en sont rendus compte. Oui, donc ils ont dû convoquer les parents, forcément. Voilà, qui ont convoqué les parents, et donc elle est allée à l'hôpital pour le sevrage. Oui. Et en fait, il faut que je vous explique un petit peu, elle est tombée dedans parce que, en fait, mon frère est en couple, ça fait plus de... ma nièce a 14 ans, donc on va dire 20 ans. Mais entre-temps, c'est difficile à comprendre. Hein. En fait, quand il était jeune, il a rencontré une femme, et cette femme est devenue sa maîtresse par la suite, mais récemment en fait. Et les enfants l'ont appris. Et comme il n'y a pas forcément de communication entre eux, enfin voilà quoi, c'est un petit peu difficile. Mais comment ils l'ont appris, les enfants? Parce qu'elle envoie des lettres, elle est un petit peu bizarre cette personne, j'avoue. Oui, pour que les enfants, enfin, il y a quand même un problème de vigilance là, hein, pour que les enfants soient mêlés à tout ça. Donc, votre frère vit toujours avec sa femme, la mère des enfants? Oui, toujours. Mais les enfants sont au courant que le couple va pas bien et qu'il y a une maîtresse. Voilà, c'est ça. Et donc, quel âge ont-ils? Donc, votre nièce, elle a 14 ans. Ils a 3 enfants, donc ma nièce a 14 ans, mon neveu a 13, parce qu'ils ont quelques mois, peut-être un an et demi de différence, et puis ma toute petite a 10 ans. Voilà, mais la toute petite, les grands la protègent en fait. Donc elle est pas mais enfin c'est fou, vous voyez, c'est les grands, entre guillemets, les grands qui ont 13 et 14 ans, qui eux sont en pleine adolescence, qui ont justement besoin de particulièrement de stabilité, qui protègent la petite sœur. Et les parents, qu'est-ce qu'ils font? Nom de nom. Enfin, c'est en démission complètement. Oui, on voit où ça mène aussi. La petite, elle est à l'hôpital pour elle s'alcoolise. Enfin, vous voyez, il serait grand temps. Vous pouvez pas dire à votre frère là qui déconne complètement et qu'il serait temps qu'il se reprenne? Ça a été dit, mais je pense qu'il se met un voile devant les yeux. Oui, là, il faut peut-être qu'il enlève très vite parce que sa fille va mal là. Donc il serait temps un peu. Alors qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Que ça aille dans une surenchère? C'est grave là. Il est totalement défaillant. Oui, totalement. Alors j'essaie moi à distance, parce que évidemment je suis pas sur place, d'essayer de lui remonter le moral. Donc je vais l'appeler plus souvent. De remonter le moral de qui? De ma nièce, surtout, de garder le courage. Donc, elle a vu des médecins. De toute façon, on va certainement lui proposer un suivi, hein, parce qu'une jeune fille, je veux dire, si déjà elle arrive, mais c'est un appel au secours, de toute façon. Elle sait bien qu'en arrivant, en s'étant alcoolisée au collège, évidemment, ça va pas passer inaperçu. Et très bien, d'ailleurs, ils ont très bien réagi. C'est-à-dire que, évidemment, on l'envoie à l'hôpital. À l'hôpital, du coup, il y a une prise en charge. Et au collège, ils vont suivre ça aussi. Les parents vont être convoqués. Et à un moment, il va falloir que les parents soient mis face à leurs responsabilités. Et c'est ça le problème. J'ai l'impression C'est-à-dire qu'à rien gérer, c'est les enfants qui se retrouvent à gérer une situation de couple où ça va plus, mais où enfin il faut qu'ils arrivent à eux, qui se responsabilisent et qui protègent leurs enfants. Oui, c'est ça. Mais j'ai l'impression que c'est pas... Je trouve ça un peu bizarre en fait, parce que je me dis il y a quelque chose qui va pas. Il n'y a pas de communication du tout
Alors, c'est vrai que moi, j'ai une mère qui est très présente, donc dès que ça va pas, je l'appelle et puis voilà, on en parle. Et puis moi, le problème est effacé. Et c'est vrai qu'elle me dit, oui, mais maman, elle est là, mais elle est pas là en fait. Oui, Donc, j'allais dire, parce qu'on a parlé de votre frère, mais la mère dans cette histoire, puisqu'elle sait que son mari est avec une autre femme. Oui. Et puis à un moment, elle pourrait dire à son mari, maintenant ça suffit, tes histoires là, tu tranches, tu décides, ou sinon c'est à elle de trancher. Oui, mais je crois que la décision n'arrive pas à se faire en fait. Parce que mon frère d'un côté, il me dit oui, je veux pas faire mal aux enfants, mais entre-temps, il leur fait mal quand même. Donc je ne comprends pas trop sa réaction. On voit à quel point il fait mal à tout le monde dans cette histoire. Oui, complètement. Comme toujours, de toute façon, quand on ne veut pas décider. En fait, c'est soi que l'on protège, c'est pas ses proches. Hein. C'est marrant parce que le sujet dont vous parliez par rapport à la séparation, là, que vous allez faire prochainement, j'ai dit, tiens. Oui, on l'abordera, cet aspect des choses, justement, quand il y a des enfants, évidemment, parce qu'il y a les séparations quand il n'y a pas d'enfants, et puis il y a les couples qui se séparent, et comment faire quand il y a des enfants. Mais enfin, la priorité reste de protéger les enfants. Et en principe, tant que justement, vous dites, ils n'arrivent pas à se séparer, ils n'arrivent pas à prendre leurs décisions, donc les enfants n'auraient pas du tout dû être au courant de ça. Et s'ils l'ont été incidemment, à ce moment-là, il faut faire en sorte de dire, bon, c'est notre histoire à nous deux, mais on va essayer de régler ça, parce que forcément, ça les insécurise terriblement. Ben oui, en plus, il y a des mensonges, évidemment, qui se tournent autour. Et donc, ma nièce, elle dit, ouais, mais on n'a plus confiance en papa. Voilà, quoi. Il y a un manque, en plus, il y a un manque d'autorité parentale, quoi. Parce que finalement, le père, il dit quelque chose, mais les enfants, ouais, c'est ça, ouais. Donc... Oui, il en perd. C'est-à-dire que... En exposant, le fait que sa vie intime ait été exposée, et il a du mal, et effectivement aujourd'hui être dans son rôle de père, mais parce que tout est trop mêlé. C'est ça. Bon, mais enfin, il faut quand même qu'il y en ait un des deux qui réagisse, si ce n'est les deux. J'espère que quand même la gravité de la situation concernant leur fille va les amener à réagir, parce que sinon là, on est quand même dans quelque chose où ils seraient très très défaillants pour le coup. Ah oui, mais là, je pense qu'ils le sont, mais complètement, parce qu'il y a déjà le garçon qui a fait déjà une fugue, parce qu'évidemment, il a ramené un bulletin de notes catastrophique, parce que évidemment, il n'a pas envie de bosser, voilà quoi. Donc, il a fugué par rapport à ça. Enfin, ça va mal, quoi. Mais enfin, d'ailleurs, c'est la première chose que vous a dit votre nièce. Est-ce que papa t'a appelé ? Oui, c'est ça. Donc, elle attend une réaction. C'est-à-dire qu'on s'occupe d'elle, qu'ils arrêtent de s'occuper de leurs histoires de fesses, de couple de je ne sais quoi, et qu'ils s'occupent enfin de leurs enfants. C'est ça. Et on le voit parce que on a l'impression d'une démission totale du fait que leur appartement, c'est le bazar. Il y a plein de bazar partout. On a l'impression qu'il y a une devanture et que derrière, c'est creux, en fin de compte, finalement. Et tout n'était pas en désordre comme ça avant ? Si, ça fait un petit moment que ça l'est. De plus en plus, je trouve. Bon, peut-être que la mère va très mal aussi dans cette histoire. Oui, je pense qu'elle va mal aussi. Elle va mal, bon. Mais à un moment, de toute façon, ils vont être convoqués par l'hôpital et par le collège. On les a convoqués, on leur a dit qu'il fallait faire quelque chose là. Oui, c'est ça. Oui, bon, alors vous connaissez l'envers du décor et pourquoi et ça ne va pas. Et ils vont peut-être essayer de sauver les meubles au collège et devant les enseignants et puis les médecins. Mais enfin, pour autant, ils pourront dire ce qu'ils voudront. Il y a bien un problème. Oui. Et si vous voulez, j'ai forcé ma nièce à me le dire parce que j'étais au courant juste un petit peu avant et j'ai forcé ma nièce à me dire qu'est-ce qui va pas. Dis-moi, de toute façon ça ira pas plus loin, je suis pas là pour te juger ni quoi que ce soit, mais dis-moi ce qui va pas, quoi. Et finalement c'est elle qui me l'a dit. Oui, mais il faudrait qu'elle dise, quand vous dites comment aider votre nièce, il faudrait qu'elle dise à ses parents que ça suffit qu'elle souffre. Il faut qu'elle le dise, voyez, parce que elle protège, elle dit on n'a plus confiance en papa. Alors c'est vrai que c'est très insécurisant. Est-ce qu'il va rester, est-ce qu'il va partir? Peut-être qu'ils protègent leur mère parce qu'ils sentent que leur mère ne va pas bien. Mais vous pourriez aussi l'aider en disant maintenant, ma chérie, il faut que tu dises aussi à tes parents. Enfin, elle l'exprime suffisamment, mais malheureusement, s'ils sont sourds, qu'elle leur dise vraiment, qu'elle devienne avec eux un peu impossible, qu'elle leur dise ça suffit. Occupez-vous de moi, parce que c'est ce qu'elle leur dit, indirectement.
Oui, je veux dire, face à des parents qui sont sourds. Et puis vous, franchement, il faudrait que toute la famille, là, qu'il y ait une alliance. Vous dites que vous avez eu une mère très présente, vous, oui, et qu'il en reste... fait, on n'a pas la même mère avec mon frère. Hein. C'est pas du tout. Ah, d'accord, parce que j'allais dire, oui, c'est la grand-mère. Ah, vous n'avez pas la même mère. Non, c'est pas la même mère. Oui, ça m'étonne. Oui, mais... bon. Ça m'étonnait aussi que ça donne des résultats aussi différents, mais bon. Oui, mais les grands-parents, comment ils sont là? Enfin, il faudrait qu'il y ait une alliance familiale pour amener ces deux parents à assumer leurs responsabilités. D'accord. Vous voyez, faire intervenir quand même, parce que là, il s'agit vraiment. Vous pouvez, vous, en tant que tante, appeler votre frère en disant, bon, écoute, maintenant, arrête de déconner. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Oui. Tu fais n'importe quoi. Tu rends tout le monde malheureux. Maintenant, il faut agir. J'ai eu la petite qui m'appelle, qui est quand même, elle est hospitalisée, elle s'alcoolise, elle va pas bien, elle appelle au secours. Donc maintenant, il faut que vous arriviez à que leur couple soit. Ils consultent, ils décident de donner une chance à leur couple, ou ils décident, ou ils arrêtent, mais ils font quelque chose de cohérent, parce que plus rien n'est cohérent. C'est-à-dire qu'ils donnent le change, ils essaient de donner le change, mais en fait, les enfants sont au courant, savent qu'il y a une autre femme. Enfin, c'est n'importe quoi. Il n'y a aucune cohérence, voilà. Non, ça c'est sûr. Moi, je suis bien contente d'avoir eu votre renseignement. Ça aide à y voir plus clair quand même. Si vous voulez, les adolescents, ils ont besoin particulièrement de parents qui tiennent debout, quoi. C'est ça. Mais comme moi, actuellement, je n'ai pas d'enfant ni quoi que ce soit, je navigue un peu entre deux eaux, je ne sais pas trop comment... Oui, mais parce que mais je trouve qu'en tant que tante, vous pouvez dire quand même que... Elle vous appelle d'ailleurs, la petite, hein. Elle appelle un adulte, elle appelle quelqu'un en qui elle a confiance pour dire qu'on me protège, quoi. C'est ça, elle a besoin d'être protégée, là. Oui, c'est ça. Elle a besoin de retourner un peu en enfance, de se sentir. Mais bien sûr. Ce soir. Mais bien sûr, elle aurait besoin. 14 ans, c'est en plus un âge où on navigue. Justement, on est dans l'adolescence comme ça, où on va vers l'âge adulte, et en même temps, il y a toutes ces étapes à traverser. Et puis parfois, ça paraît tellement angoissant qu'on a envie de se réfugier, être encore un peu enfant, se sentir sécurisé. Et là, elle évolue dans un environnement familial totalement insécurisant. Tout à fait. Oui. Et c'est ce que je lui ai dit ce soir. J'ai dit qu'il n'a trouvé que ce moyen pour appel au secours. Elle me fait oui. C'est pas une bonne solution. Oui, et puis finalement, pour aussi faire inconsciemment, peut-être en sorte que ses parents et ses deux parents s'occupent d'elle et arrêtent de se disperser, où ils sont plus occupés à gérer leurs histoires d'adultes, leurs histoires de couple, avec cette troisième personne, qu'à être parents. Or, il va falloir qu'ils y pensent sérieusement, parce qu'elle a 14 ans, ils ont un fils de 13 ans, ils ont une petite de 10 ans. Donc, ils vont être confrontés là, à l'adolescence, et d'autant plus tourmentés s'ils sont pas là, quoi. C'est ça. Alors, ils sont là sans être là, ils sont absents. Pardonnez-moi, mais ils sont très défaillants. Hein. Ah oui, complètement. Bon. Complètement. Donc, vous pouvez dire ça à votre frère quand même, lui dire, lui secouer un peu les puces quand même là. Mais ça, c'est pas un souci. Oui, mais parce que, si vous voulez, c'est aussi ce qui peut l'amener à un moment, vous voyez, à ces tergiversations, de pas savoir et autres, qu'à un moment, il y a des priorités. Et la priorité, là, c'est ses enfants, et entre son fils qui fugue, sa fille qui arrive au collège en étant alcoolisée, il serait peut-être temps qu'il se reprenne et qu'il laisse un peu de côté, qu'il règle, enfin, avant de régler sa situation conjugale, qu'il s'occupe de ses enfants et qu'il règle sa situation. C'est ce que je pense aussi. Vous lui dites clairement. Et puis, je vous dis, si vous pouvez avoir avec les grands-parents, d'autres oncles et tantes, vous voyez, qui autour d'eux, qu'il y ait une cohérence qu'il n'y a pas dans ce couple-là et dans cette famille. Que vous puissiez essayer de les remettre dans l'axe, quoi. Hein. Oui, c'est ce que je vais faire. Je pense que ça pourra aider. Et ça serait bien, d'autant mieux si vous n'êtes pas seul, voyez, parce que je pense que vous ralliez d'autres personnes à votre cause, à la cause des enfants, plus exactement. Bon, je suis la seule tante, mais les grands-parents sont là. Les grands-parents sont là. Bon, donc les grands-parents peuvent aussi dire, sans se mêler de l'histoire de ce couple et tout, mais dire, il faut clarifier les choses et il faut vous occuper de vos enfants maintenant. Il y a le médecin qui lui disait que peut-être qu'elle trouve peut-être pour s'éloigner de la famille une école ailleurs, en étant seule et s'éloigner un petit peu de la maison. Le médecin de l'hôpital ? Oui. Je ne sais pas si c'est une bonne solution aussi, c'est un peu bizarre.
Cécile, qu'est-ce qu'elle a qu'en dit votre nièce aussi? Parce qu'il faudrait pas qu'elle... Tout dépend comment. Parfois, c'est l'enfant lui-même qui le propose, parce que quand c'est l'enfant lui-même qui le propose, c'est très bien. C'est plus rare, mais c'est qu'il sent vraiment un besoin impérieux pour se protéger finalement de partir de la maison familiale. Dans un contexte comme ça, elle peut avoir l'impression qu'on l'évince, de se sentir un peu rejeté. C'est à double tranchant. Vous voyez, il faut vraiment que ça soit bien perçu par l'enfant comme une façon de le protéger, d'être dans un cadre bien structurant, sécurisant. Bon, vous voyez, mais qu'elle le vive pas comme une punition. Le risque, ça serait... Bon, et puis reste quand même le frère de 13 ans qui lui a déjà fugué. C'est à prendre au sérieux, les fugues chez les jeunes gens comme ça. C'est des premiers appels au secours, les fugues. C'est toujours à prendre très au sérieux chez les adolescents, garçons ou filles. C'est un premier appel. Et généralement, s'il n'y a pas de réponse, c'est suivi d'autres choses, d'autres actes. Donc là, il y a vraiment urgence à réagir. Mais je pense que de toute façon, là, ils vont pas avoir le choix parce que entre le collège et l'hôpital, on va être derrière eux. Enfin, je veux dire, et il y a de quoi. Ah oui, il y a de quoi. Pour moi, quand elle m'a appris ça, j'étais, qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi tout. Bon, mais c'est bien qu'elle puisse vous appeler elle me dit, je lui dis, écoute, jusqu'à 2h du matin, il n'y a pas de souci. Si tu as un souci, tu m'appelles. Oui, c'est ça, elle sait. Bon. Elle sait qu'elle peut me joindre. Alors, je sais que par contre, mon neveu ne m'appellera jamais parce que il se renferme dans sa coquille finalement. Il n'a pas envie d'en parler. Bah oui, maintenant lui il fugue. Donc il réagit différemment. C'est ça. Donc, mais je vais essayer quand même. Je suis tenace. Mais oui, vous essayez et puis sinon, vous demandez, posez les questions. Vous dites alors, mais qu'est-ce qu'on vous a dit au collège pour voir s'il y a quelque chose de mis en place? Parce qu'on va certainement leur proposer de voir l'assistante sociale, psychologue. Enfin, je veux dire, on peut pas rester. Ils vont pas rester sans suivi, ces enfants. Non, mais si à côté de ça, le couple est aussi insécurisant, vous voyez, c'est bien beau que les enfants aient un suivi, mais enfin, il faudrait que ses parents règlent un peu leurs problèmes aussi. Alors ma nièce m'a dit, contrairement, elle n'a jamais été aussi bonne à l'école. Oui, mais il peut y avoir deux façons de réagir, mais c'est quand même aussi préoccupant parce que du coup, comme ça se passe bien à l'école, elle n'a pas de problème, du coup les parents s'inquiètent pas, c'est une bonne élève, et jusque-là, elle se faisait pas remarquer, c'était une bonne élève. Ça peut être une façon de compenser. Compenser, justement de s'investir dans son travail parce qu'au moins à l'école elle se sent bien. Oui. C'est son univers, et c'est très bon signe déjà qu'elle puisse s'investir comme ça dans le travail scolaire. Mais ça doit être son univers, vous voyez, c'est aussi dans ce lieu-là qu'elle arrive en s'alcoolisant et c'est une façon de dire occupez-vous de moi, aidez-moi, quoi. J'ai besoin d'aide. C'est surtout aidez-moi, quoi. Mais ce que vous pouvez dire à votre nièce, qu'elle dise à ses parents ce qu'il en est, quoi. Qu'elle, devrait pas avoir à le dire puisqu'elle l'exprime déjà suffisamment comme ça, mais que s'ils n'entendent pas est-ce qu'elle se sent la force de le dire ou de l'écrire, comme le dit Agathe aussi. Ah oui. Peut-être. Peut-être l'écrire. Peut-être écrire, qu'elle écrive, qu'elle leur dise. C'est malheureux, parce que je veux dire, il y a des. Mais si si vraiment ils sont sourds comme ça, peut-être qu'elle leur miette par mots ce qu'elle ressent. Parce qu'elle se débrouille bien, par contre, par écrit. Oui, souvent. Bon, alors d'autant plus. C'est une bonne thérapie en plus, écrire. Ça permet d'évacuer aussi son. Et puis poser des questions pour savoir, demandez-lui, parce qu'a priori, elle devrait avoir un suivi, et son frère aussi. Oui. Voilà. D'accord. En tout cas, c'est bien que vous soyez là, vous, pour vous en soucier. Ah oui, mais je m'inquiète beaucoup pour eux. Je n'ai pas d'enfants, mais... oui, mais vous savez, on peut ne pas avoir d'enfants et vous n'en avez pas encore et vous avez une attitude très maternelle. On vous sent, vous, très protectrice. C'est pas un hasard si elle vous appelle. Non, mais je fais tout pour qu'elle m'appelle, de toute façon. Bon. Merci en tout cas de votre confiance, Émilie. Merci beaucoup, Caroline. Au revoir. Bonsoir, Béatrice. Bonsoir. Bonsoir. Donc déjà, je voulais vous remercier pour toute l'équipe de tout ce que vous faites. Merci pour toute l'équipe. Donc mon histoire elle fait écho en fait à l'auditeur précédente. À Émilie. Oui, à l'auditeur. Qui nous parlait de sa nièce. Oui, parce que vous êtes un peu plus âgé que sa nièce. Vous avez 17 ans. Oui, en fait, j'ai eu la même période. Enfin, en gros, je vais expliquer. En gros, j'ai eu deux grosses crises dans mon adolescence. Oui.
Donc, en gros, d'abord quand j'étais jeune, donc vraiment dans mon enfance, dans 8 ans. Donc mon frère était très violent, enfin pas physiquement, mais vraiment, il a jamais pu me taper, mais il était violent avec lui et avec la famille. Donc pendant une longue période, je l'ai refoulé. Donc j'ai fait un gros blackout. Et il est plus âgé que vous, votre frère? Ah oui, il a 21 ans. D'accord. Enfin, il a 50 plus que moi. Et il était violent, pas physiquement, mais en parole? Il pétait des câbles. Enfin, il rentrait en folie, en fait. C'était bizarre. Et comment réagissaient vos parents face à ces crises? Ils étaient, ils allaient voir des psychologues, des psychiatres. Ils étaient un peu perdus, quoi. Oui, enfin, ils ont quand même fait la démarche, comme ils étaient perdus, de demander l'avis de spécialistes. Ah oui. D'accord. Mais bon. Est-ce qu'il va mieux, votre frère, maintenant? Non, parce qu'il est instable. Enfin, vraiment instable. Donc j'ai fait un gros refoulement, ce qui m'a amené à commencer à boire. Enfin, pendant une petite période, mais j'ai fait des bêtises. Enfin, ça m'a amené à faire un test du VIH parce que je m'en souvenais plus du sida. Donc après, je suis allée voir un psychologue parce qu'en fait, il y a eu un problème, crise de folie de mon frère. Donc à ce moment-là, ma mère m'a dit ok, j'accepte que tu ailles voir un psychologue. Donc je suis allée voir. Donc j'ai fait un travail sur moi. Donc après, ça allait mieux et tout. Et là, grosse bombe. Enfin, je simplifie très rapidement parce que c'est assez compliqué. Grosse bombe nucléaire. C'est vrai, il y a 1 an et quelques mois, mon père s'est émasculisé. Enfin, en gros, il s'est coupé les testicules. Donc là, gros. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il se sentait femme et voilà, il est passé à l'acte. Oui, non, mais attendez. Vous me croyez pas? C'est un peu particulier, c'est-à-dire que si c'est émasculé lui-même, déjà il a dû se retrouver aux urgences, j'imagine, et c'est pas parce qu'on se sent femme que, voyez, on le fait soi-même. Enfin, c'est plus compliqué que ça, hein. Ah oui, oui, il est allé aux urgences. Donc nous, tout le monde a été suivi après dans la famille. Enfin, mes parents individuellement, en couple, mon frère, moi. Enfin, je suis allée voir ma psychologue que j'avais vue avec mon frère. Donc, en gros, tout le monde a travaillé de son côté. Mon père, il a travaillé sur son histoire, ma mère aussi. Enfin, ensemble, ils ont travaillé. Et au final, alors que ça aurait pu finir sur un désastre. Enfin, en gros, ça a ressoudé mes parents et ils sont plus amoureux que jamais. Enfin, en gros, un jour, je suis allée voir le psychologue de mes parents et il m'a dit, mais vous trouvez pas ça bizarre que un gros choc comme ça débouche sur quelque chose de bien? Et donc après, moi, j'ai refait pendant 1 an. Enfin, j'étais pas prête à travailler dessus. Donc quand j'allais voir ma psychologue, souvent je fumais du cannabis, donc je voulais pas parler de ça. Donc pendant 1 an, j'ai travaillé petit à petit. Et donc c'était il y a 1 an et 2 mois. Donc à la période il y a quelques mois, c'était il y a 1 an. Donc là, je me suis sentie prête à reparler à ma psy et de savoir de quoi je veux parler et pourquoi. Donc je suis allée la voir. Donc après, j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même. J'ai appris beaucoup. Et donc aujourd'hui, ma vie, elle me plaît parce que j'ai mes amis. J'ai eu des amis solides. C'est-à-dire que même j'ai avoué à une amie ce qui s'était passé il y a quelques mois. Et après aussi, j'ai trouvé, entre guillemets, mon âme sœur d'amitié, c'est-à-dire quelqu'un de vraiment très fort. Et donc aujourd'hui, je suis bien, je suis motivée et tout. Mais des fois, j'ai des moments de démotivation et de vide. Et alors que j'ai travaillé sur tout, j'ai déjà fait le travail sur moi. Ah bon? Dites-moi. Vu tout ce que vous décrivez, franchement, il y aurait de quoi basculer un peu dans la folie. Donc, je comprends que vous ayez des moments de vide et de découragement. Parce que c'est un peu fou, quand même, tout ça. Oui. Vous voyez? Donc, je pense, et quand vous dites que vous avez fait le travail sur tout, je pense que, il y a des choses, quand même, qui restent à travailler. En fait, c'est... quoi? Écoutez, vous décrivez un problème, je vais pas revenir, mais ça paraît un peu irréaliste, quoi, tout ça, voyez? Oui, un peu surréaliste, sûr. Vous décrivez ça, non, mais l'émasculation, et puis finalement, ça permet de ressouder le couple. On est un peu dans un délire, hein? Pour ne pas dire autre chose. Bon, donc si vous voulez, après, vous me dites, oui, non, ça va, j'ai des moments de vide,
Et je pense qu'il faudrait continuer à parler à votre psychologue. Ah, mais c'est même elle qui m'a dit on n'a plus besoin. Oui, écoutez, c'est rare que les psychologues disent ça parce que en général, c'est la personne qui vient, qui fait la démarche parce qu'elle a un souci, parce qu'elle est angoissée, qui à un moment dit bon, je me sens mieux et j'ai envie d'arrêter. Mais les psys, voilà, c'est vous, d'accord. Mais parce que les psys en général disent très rarement on va arrêter. Parce que on ne sait jamais où en est la personne et ça peut être vécu comme un abandon quand on dit ça. Donc ça ne vient pas du thérapeute. Donc je pense, Béatrice, qu'il serait important que vous retourniez voir la psychologue et que vous parliez un peu de tout ça. Parce que je crois qu'il y a des choses un peu à éclaircir, à éclairer, à mettre un peu de... on serait perturbé à moins, je dirais, vu ce que vous nous décrivez comme histoire, voyez? Ah oui, mais j'ai travaillé, je dis pas que j'ai tout fait. Parlez-en encore. Voilà. Mais je n'ai plus... c'est... ok, c'est bizarre parce que j'ai fait... je sais pas, en fait, quand je suis allée la voir, donc il y a 1 an, il y a 2 mois, il y a pas longtemps, donc je lui ai dit, je sais qu'il y a quelque chose en moi où ça va pas bien et je sais que c'est sur mon père et je voudrais en parler et tout. Donc là, elle m'a montré, j'ai compris, en fait, quand on est dans ces moments, on voit pas on voit que qu'est-ce qui est gênant, sur le truc, qu'est-ce qui met un choc avec l'histoire de mon père, mais on voit pas directement le lien, on dit, mais mon père est en vie, et c'est pas notre histoire en fait. Et elle m'a fait comprendre que c'était la violence en fait. C'était. De toute façon, depuis le début, vous ne me parlez que de violence. Vous me parlez des violences de votre frère, vous parlez de crise de folie. Moi, je ne sais pas je ne sais pas comment. Je dirais crise de violence. Après, vous nous parlez d'une histoire d'émasculation. Alors là, évidemment, on est dans une réalité on ne peut plus violente et où vous dites bon, mon père voulait être une femme. Oui, vous voyez. Donc il y a des choses à travailler sur qu'est-ce qu'être un homme, qu'est-ce qu'être une femme, comment se situez-vous par rapport à vos parents, à votre couple parental. Et puis, cette violence, de quoi parlez-vous juste? Elle vient d'où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans votre famille pour qu'il y ait autant de violence? Et quelles répercussions ça a sur vous? Donc, si vous voulez... Oui, je pense que c'est plus complexe que ça, Béatrice. C'est que quand on évolue dans un tel contexte, on a besoin d'un peu de temps parce que la violence, il y a des répliques. Si vous voulez, ça atteint pas seulement le corps, mais aussi le psychisme. Et donc, il y a des répliques et il est important de pouvoir travailler là-dessus, de pouvoir y réfléchir, de prendre le temps et de se poser, surtout quand on est une jeune fille de 17 ans, qu'on a tout l'avenir devant soi, mais qu'on a besoin un peu de se structurer. Bon courage. Au revoir, Béatrice. 39 21, 34 centimes la minute. Bonsoir, Pascal. Bonsoir. 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 Je vous écoute. Oui, je vous écoute. Voilà, je vous téléphone parce que j'ai un problème sans être un problème. J'ai 50 ans, je suis séparé de la mère de mes enfants. Plus jeune, j'avais des relations sexuelles relativement libres dans le sens où je pouvais aller aussi bien avec des hommes avec des femmes sans aucun problème, ça ne me posait aucune question. Et puis je l'ai rencontrée, je suis tombé mais vraiment follement amoureux d'elle, au point d'oublier la totalité de ce que j'avais fait avant. J'ai vécu une bonne dizaine d'années, plus d'une dizaine d'années heureux. Nous nous sommes séparés pour diverses raisons et puis je me suis retrouvé seul, je me suis inscrit sur des sites de rencontres pour essayer de trouver l'âme sœur. Et je me suis aperçu que j'avais autant, voire plus de succès avec les hommes qu'avec les femmes. Donc je me suis laissé retourner, je me suis laissé aller avec les hommes et avec les femmes. Et voilà, quoi. Donc sur le fait, la mère de mes enfants l'a appris. Et ça lui est resté un petit peu rentré vers la gorge dans le sens où elle a pensé qu'effectivement je l'avais trompé durant les 25 ans, ce qui n'est pas le cas. J'en ai parlé à mes enfants pour leur expliquer, à toute ma famille, pour le mettre devant fait accompli, mais pour me
me soulager en quelque sorte, et je me suis aperçu que quelque part ça ne me soulageait en rien, que je le vivais bien sans le vivre mal, et que j'étais un petit peu perturbé par la situation. Donc je sais pas. Donc je me considère moi comme bisexuel. Je sais que j'ai aucun a priori entre les hommes et les femmes. Ni plus ni l'un ni l'autre. Mais il y a un fil conducteur là depuis quelque temps, cette fin d'émission, entre tous ces témoignages où finalement la sexualité, qui doit rester de l'ordre du privé et de l'intime entre des parents, on met les enfants face à ça. Et là, je suis désolée, mais je m'insurge vraiment par rapport à ça. C'est-à-dire que les enfants, même ont à être protégés, un peu de pudeur, je dirais. C'est-à-dire ce qui concerne la sexualité des parents, ça ne concerne pas les enfants. Et vous dites vous-même, Pascal, que vous étiez un peu perdu dans tout ça, vous aviez besoin d'en parler pour vous soulager. Bon, à un moment, il y a des choses où on s'arrange entre soi et soi. Et c'est-à-dire où, quand on est perturbé par des questions d'ordre personnel, par des questions d'ordre intime, d'identité, des questions d'ordre sexuel, on ne prend pas ses enfants pour confidents. Mes enfants sont, je vous l'ai peut-être pas dit, pardon, excusez-moi, mes enfants sont pas, c'est deux enfants qui sont majeurs, qui sont largement. Quel âge ont-ils? 25 et 22. Oui, peu importe. Voilà. Ce sont des jeunes adultes qui ont à se construire, eux, leur vie amoureuse et apprendre que son père peut avoir des relations sexuelles indifféremment avec des hommes, des femmes. C'est forcément perturbant pour eux. C'est forcément déstabilisant, même s'ils vous le disent pas, parce que, je veux dire, vous êtes leur père et en l'occurrence, ça met en jeu leur mère. Alors quand vous dites que votre femme, ça lui est resté un peu en travers de la gorge, oui, ça se comprend, oui. Bien sûr, oui, elle pouvait pas, ça pouvait pas passer comme une lettre à la poste où on va dire, écoute, voilà ma chérie, en gros, j'ai aussi des relations avec les hommes, parce que ça la remet elle en question dans ce que vous avez vécu. Donc elle peut se dire que vous l'avez trompée, même si ce n'est pas le cas, ça la remet en question. Donc évidemment que c'est douloureux pour elle dans ce que vous avez vécu. Elle se questionne là-dessus sur la nature de votre lien. Bon, et quant à vos enfants, encore une fois, quand bien même ils ont 22 et 25 ans, ça ne les regarde pas, la sexualité de leur père. Ça vous regarde vous. Oui, mais c'est vrai que j'éprouvais entre guillemets le besoin c'est elle qui a commencé quelque part effectivement à leur en parler. Elle leur a rien caché parce que elle cache rien à ses enfants, et puis je me suis trouvé entre guillemets devant le fait accompli de leur dire oui, voilà quoi, en minimisant les choses. J'ai pas non plus une vie complètement débridée, mais peu importe. Ouais. Et c'est vrai que j'étais surpris parce que maintenant on n'en parle plus, et je les sens pas soulagés, mais c'est vrai que je leur ai senti plus perturbés, quoi. Donc, alors j'ai continué à en parler un peu au reste de ma famille, donc à ma mère et à mon père avant tout, parce que je voulais qu'ils le sachent. Mais pourquoi ce besoin d'en parler comme ça autour de vous? Vous dites vous-même pour vous soulager. Mais je veux dire, à un moment, par rapport à des questionnements, je veux dire, allez en parler à un spécialiste. Au moins, ça restera dans l'intimité et ça n'implique pas vos proches. Ils sont trop impliqués pour vous apporter un quelconque réconfort. Vous ne pouvez pas, voyez, vous attendez de quoi? L'absolution, qui vous disent vas-y, c'est pas possible. Donc à un moment, il y a des choses qui vous concernent, qui relèvent de votre intimité, et si vous voulez, on s'arrange pas comme ça avec sa conscience, si vous voulez. Quand on est on va en parler à un spécialiste, parce que là, si vous voulez, ça met pas en jeu tout le poids affectif. Oui, mais c'est vrai que c'était un besoin. Je regrette maintenant avec le recul. Je me dis oui, j'aurais peut-être pas dû. C'est fait. Donc c'est vrai que. Oui, mais vous voyez bien, que ça ne vous a pas soulagé, et parce que de fait, il y a un mélange des genres qui est très préjudiciable.
C'est-à-dire qu'à un moment, parce que on part, on est en questionnement sur soi, on est en pleine révélation par rapport à certaines choses que l'on vit ou que l'on découvre, on doit en parler comme ça au cours de réunions familiales ou avec ses enfants. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si vous voulez, la sexualité, encore une fois, des parents, ça doit rester du privé. Et les enfants n'ont pas à être mis au cœur de ça, parce que c'est forcément perturbant et ça peut même être dévastateur. Donc franchement, vous voyez, je trouve que là, il y a un fil conducteur dans tout ce que j'entends depuis. Bon, c'est comme ça, hein, c'est le hasard qui fait ça. Mais entre Émilie, qui nous parle de sa petite nièce, où en fait le père a une maîtresse et ça se sait. Et bon, voilà, la petite nièce, elle arrive aux urgences avec devant faire un sevrage alcoolique. Après, on passe, je sais plus, il y a eu encore avec Béatrice, là, enfin, c'est sidérant. On est je trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limite, quoi. On expose son intimité. Peut-être, oui. Et ça va pas. C'est un vrai problème, ça. C'est-à-dire parce qu'il y a eu des verrous qui ont sauté en matière de sexualité, et c'est très bien sur un plan personnel. Après tout, qu'il y ait moins de refoulement, moins de tabous. Sur un plan personnel, pourquoi pas ? Mais je vais dire, la sexualité, ça doit pas être quelque chose encore dont on va débattre comme ça dans une réunion de famille, encore moins avec ses enfants. Je sais pas, parce que beaucoup de personnes m'avaient dit, oui, effectivement, il faut en parler un peu plus avec tout le monde. Je pensais que, je voulais quelque part être un petit peu honnête. Je préfère que ce soit moi qui leur dise, qu'ils l'apprennent par diverses sources, par d'autres personnes, où là, ils l'auraient peut-être moins compris, quoi. Je leur ai expliqué de façon plus. Mais si, douce. Parce que si vous voulez, alors évidemment là j'ai quelqu'un qui me dit oui, et s'ils l'apprennent par ailleurs, ah oui, c'est fameux dire il vaut mieux le savoir, c'est pas ça même que quand dira-t-on. Je suis désolée d'apprendre quand on est un garçon ou une fille que son père soit est homosexuel ou finalement bisexuel, c'est perturbant. Quand est-ce qu'on va admettre quand même qu'on peut pas parler de tout? Comme ça en famille avec ses enfants. Oui. Vous voyez, on est dans une ère de la transparence qui est dévastatrice. C'est-à-dire que quand on en parle avec ses amis, c'est différent parce qu'on est dans une relation d'amitié. Il n'y a pas du tout les mêmes enjeux. Pour les enfants, quoi qu'on veuille ou pas, on est un modèle. Alors qu'à un moment, on est déboulonné, mais pour autant, on reste quand même un repère. Oui, un guide, quelque chose. Oui. Une référence, quoi. Oui. Et c'est vrai qu'il y a eu une confusion parce qu'aujourd'hui on peut parler de sexualité de plus en plus et de pratiques plus particulières où on pourrait comme ça en parler avec tout le monde. Ben non. Tout le monde, non. J'ai encore quelques barrières dans mon travail, effectivement. Là, par contre, je peux pas. Oui, non, là j'ai un blocage. Je pourrais pas en parler, quoi. Je sais pas pourquoi. J'ai plus de facilité à en parler à ma mère, à mon père, à mes sœurs, à mes neveux, leur expliquer ce qu'il en est. Que à mes collègues, où là, pourtant ils sont peut-être aussi ouverts d'esprit, mais là, par contre, je fais littéralement un blocage, quoi. Donc, oui, mais parce que je pense que si vous alliez en parler à un spécialiste, vous seriez moins. Petit à petit, vous vous retrouveriez dans. Ben oui, mais parce que là, vous vous retrouveriez face à vous-même. C'est-à-dire que vous n'attendez pas de vos proches d'être pris en charge ou un quelconque soulagement, un quelconque apaisement, ou qui vous disent bah oui, on te comprend. Et puis bon, non, c'est vraiment. Si vous cherchez vraiment à comprendre, si ça peut vous aider, à vous sentir mieux, à être un peu plus apaisé, vous allez faire un cheminement. Mais moi, ce qui me pose problème entre guillemets, c'est le positionnement, c'est l'équilibre. C'est-à-dire que je me dis dans l'esprit des gens, il y a les hétérosexuels, point. Il y a les homosexuels, point. Et oui, mais écoutez, les bisexuels passent un petit peu inaperçus. Et c'est vrai que pour autant, vous n'allez pas faire de prosélytisme au sein de votre famille. Alors, vous n'allez pas faire une analyse de cas autour de votre situation en disant j'ai besoin d'être reconnu en tant que bisexuel et je me différencie des hétérosexuels et d'homosexuels. Non, bien sûr. Je peux entendre cette réflexion, mais c'est pas en famille que ça se débat, ça.
Bon, bah, donc vous avez besoin de vous affirmer dans ce qui, pour vous, vous dites d'une identité. C'est vrai qu'on l'entend maintes et maintes fois par les personnes bisexuelles dire « nous ne sommes pas homo, nous ne sommes pas hétéros, nous revendiquons ». Mais le problème, c'est que de plus en plus à revendiquer, bah si, d'une certaine façon. Ah oui. Non, mais c'est pour dire que je sais pas, je connais beaucoup de personnes dans mon cas à qui on en a parlé, qui sont un petit peu comme moi, un petit peu perdus. On ne sait pas de quel côté pencher, quoi. Et c'est vrai que. Mais justement, faites-vous aider. Bah oui. Dans ces cas-là, parce que vous pourriez très bien le vivre et il n'y a pas de souci. Donc à ce moment-là, ayez votre jardin secret et que ça le reste. Mais si ça vous pose question, ce que je peux tout à fait comprendre. C'est-à-dire que si vous vous demandez, vous savez pas de quel côté pencher, vous voyez, comme si finalement il fallait pencher d'un côté. Bon, ça, vous avez du mal à vous situer. C'est pas le fait d'en parler à vos plus proches qui va vous aider à vous sentir mieux dans votre peau. Bien au contraire. Parce que ça crée beaucoup d'interférences. Non, ça vous a peut-être pas gêné vous, mais ça va les gêner eux. Vous les empoisonnez, vous les faites, vous leur faites. Ben oui, mais bien sûr, apparemment, vous leur faites porter un poids qui n'est pas le leur. Moi, les seules réactions que j'ai eues, pas des personnes, c'est de mes enfants ou de ma famille proche m'ont dit de toute façon on n'a pas à le juger. Du moment où tu as choisi, du moment où tu es heureux, c'est pour eux c'est le principal. Elles me disent ou on me dit que ce soit avec un homme ou avec une femme. Mais les gens qui vous aiment et ils sont extrêmement indulgents et ils vous aiment et ils vont vous dire ce qui compte c'est que tu sois heureux. Mais une fois que vous avez dit ça, que vous vous êtes libéré en parlant auprès d'eux, qu'est-ce que vous faites du poids de ces révélations pour eux? Qu'est-ce qu'ils en font après? Vous voyez? Et c'est aussi à ça qu'il faut penser. Être responsable et penser à ça. Et notamment quand on agit vis-à-vis de ses enfants. Les enfants ne doivent pas être le réceptacle, les confidents de notre vie intime et de notre vie sexuelle, quel que soit l'âge qu'ils ont. Donc, par rapport au questionnement que vous vous posez, allez en parler à un psy. Mais c'est ce que je voulais faire et c'est vrai que je voulais en parler, je voulais vous appeler il y a quelques semaines de cela, avant d'en parler, j'aurais peut-être dû écouter votre conseil de garder un petit jardin secret et puis de trouver peut-être plus tard l'opportunité de leur en parler. Oui, parce que la liberté et la grande liberté sexuelle dont nous pouvons jouir aujourd'hui et qui est une très bonne chose, ne doit pas ouvrir les portes à toutes les dérives. Il n'y a pas de liberté sans contrainte. Il faut jamais l'oublier ça. La liberté totale, ça n'existe pas. Et ça passe notamment par le fait de respecter ce que sont les autres, ce qu'ils peuvent entendre ou pas. Et une fois que nous, on s'est enlevé l'épine du pied, on leur refile à eux. Qu'est-ce qu'ils en font de tout ça ? Alors que c'est pour ça, quand je dis souvent, et il m'en est souvent fait le reproche, pas que pour la sexualité, de dire allez parler à un spécialiste. Oui, parce que c'est une façon aussi de ne pas faire porter à nos enfants nos souffrances et nos difficultés. Donc il vaut mieux aller les faire porter à un spécialiste dont c'est le métier d'écouter et qui est payé pour ça, que de faire porter nos errances, nos dérives à nos enfants qui, eux, parce qu'ils nous aiment, vont tout prendre de plein fouet et que ça peut les faire se construire de façon bancale. Voilà, c'était. Je suis désolée, il y a quelqu'un qui me dit oui, un peu de calme et tout. Enfin, c'est bon. J'ai pas de leçons à recevoir et j'ai le droit d'avoir certaines colères. Et en ce qui concerne notamment la protection des enfants, je suis très à cheval là-dessus, c'est vrai. Par contre, je respecte tout à fait votre choix. Je ne me dis pas non, je fais ce que je veux. En matière d'éducation d'enfants, je trouve qu'il y a des choses qu'il faut savoir préserver et notamment beaucoup de pudeur par rapport à tout ce qui concerne la sexualité. Donc, bon, voilà, c'est fait maintenant. Mais vous, allez en parler, vous irez mieux et vous éviterez de faire porter cela à vos enfants. Bon courage à vous. Au revoir. Beaucoup, au revoir Caroline, Pascal. Au revoir. Belle nuit à vous. Faites de jolis rêves. Il est maintenant 1h sur Europe 1. L'heure des infos présentée par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline. Bonsoir à tous.